Bienvenue dans mon podcast Wild Woman. Je m'appelle Karine Lemaître, je suis aventurière, thérapeute et guérisseuse chamanique nordique. Je suis intimement convaincue qu'à l'intérieur de chaque femme, il y a un esprit libre, sauvage, une aventurière qui souhaite créer sa vie en dehors des sentiers battus, avec ses propres règles. Wild Woman est là pour qu'on s'inspire les unes les autres, qu'on se soutienne, qu'on s'élève et qu'on vive une vie au-delà de toute mesure. Bonjour Florence. Bonjour Karine. Merci d'être venue pour ce podcast, pour partager toutes les belles choses que tu vas nous partager aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invitée parce que tu avais été très inspirante quand j'écoutais les autres Wild Women et je me suis dit, bah ouais, moi aussi j'ai des trucs à dire. Voilà. Donc déjà, avant de commencer, je vais te laisser te présenter pour que les gens qui nous écoutent pour la première fois et qui t'écoutent pour la première fois sachent qui tu es. Donc je suis Florence Chalandon, je vais avoir 52 ans, je suis maman de 2 ados, je suis mariée, je suis accompagnatrice en montagne, professeure de yoga, journaliste et pèlerine. Voilà. Donc pour les personnes qui nous écoutent, en fait, Florence, nous on s'est rencontrés grâce au yoga, au Hot Pod. Tu te souviens que je te donnais des cours au Hot Pod? Carrément, je m'en rappelle. Le truc. Et en génial. fait, Florence a participé au tout premier professorat de yoga que j'ai donné, et c'est comme ça qu'on a fait connaissance un peu plus et qu'on a matché un petit peu nos énergies. Tout à fait, j'ai aussi pu participer à tes soirées de sorcières. Oui, c'est vrai, les cérémonies chamaniques dans les bois entre femmes. Dans les bois, chez toi aussi, pour des moments voilà, un petit peu magiques hors du temps. Donc voilà, t'es initiée à peu près à tout ce que je fais. On peut dire que je fais partie de ton fan club, bien sûr. Je te suis, wow. Tu m'inspires. Je trouve que tu es brillante parce que tout ce que tu as envie d'entreprendre, tu te donnes le moyen de le faire. Et moi, je suis un peu dans la même trempe, c'est-à-dire dès que j'ai une idée, il faut que je le fasse. Ouais. C'est un peu pour ça que t'es là, d'ailleurs. Du coup, il y a beaucoup de choses, comme je te le disais en off, je pense que t'as beaucoup de choses à partager. Moi, j'aimerais t'interroger un peu plus aujourd'hui sur tout ce que tu as vécu par rapport à tes enfants. Tu as une position assez spécifique aussi par rapport à la scolarité qui me touche beaucoup. Parce que je pense que si je n'avais pas été scolarisée, peut-être j'aurais des traumas en moins. Et en fait, déjà, on va commencer par le commencement. C'est que donc toi, tu as 2 enfants et tu as accouché à la maison. Pour les 2, c'est ça, je sais plus. J'aurais souhaité le faire pour les 2. Il se trouve que j'ai accouché pour le premier enfant qui est une fille à la maison. Parce que je savais pas trop aussi ce qui m'attendait. Donc j'aime bien les aventures. Donc j'y suis allée vraiment en toute confiance. Bon, au moment où ça se passe, tu te dis, ah ouais quand même, ok, d'accord. Et le deuxième, il a jamais voulu se retourner. Il s'est présenté par les pieds. Et du coup, la sage-femme qui me suivait, qui est une femme extraordinaire, une sorcière, une vraie sorcière, m'a dit non, ça je fais pas. D'accord. Ça, faut que tu ailles dans un milieu hospitalier, ce que j'ai fait. D'accord. Et du coup, t'as vécu comment tes 2 accouchements? En plus, assez différemment, milieu hospitalier ou quoi, mais t'aurais quoi à en dire Pour moi, c'est la plus belle expérience que l'on puisse vivre. Le moment où tu vas passer cette porte entre ce que j'appelle la vie ou la mort. Parce que vraiment, tu sens que... Il y a eu beaucoup de femmes qui sont mortes en couche, bien sûr. Tu sens que c'est un moment qui est vraiment waouh. Et si tu arrives à le faire, comme j'y suis arrivée, parce que c'est quelque chose de très simple, finalement, on a toujours su faire. Hein. On veut nous l'enlever, mais on sait mettre des enfants au monde. À ce moment-là, tu as vraiment l'impression que là, toutes les femmes de toutes les lignées, de ta lignée, toutes les femmes du monde t'ont accompagnée pour passer cette porte. Voilà, donc un sentiment de joie intense, de puissance, de douleur extrême aussi, et tout ça, ça fait partie du package, et c'est pour ça que je remercie vraiment donc Anne Colomban, qui est la sorcière qui m'a permis de réaliser ce rêve fou. Bah, Anne, elle ne pratique plus malheureusement, mais elle était bien connue ici pour ça, donc on a besoin de sorcières pour remplicencer les sorcières, hein, quelque part. Juste pour nous dire, tu vas y arriver en fait, meuf, c'est facile, vas-y. Au lieu de te dire, ah non, mais ça va être compliqué, hein, mais c'est dangereux, mais vous pouvez mourir. Non, c'est simple, c'est tout simple. Faut se faire confiance. Faire confiance au bébé aussi. Aussi. Vous êtes 2 à bosser. Et du coup, une question que je me pose, parce que comme tu dis, tu mènes de front tes projets, tu t'arrêtes pas au moindre truc, t'as un truc en tête, t'y vas, etc. Et en fait, je pense, comme tu le sais, pour les femmes, souvent, pour la plupart, quand elles vont devenir mères, on leur dit « mais tu vas plus pouvoir faire ci, tu vas plus pouvoir faire là ». Comment toi t'as fait
pour continuer à mener tes projets et qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Déjà, j'ai eu la chance de mettre au monde mon premier enfant, j'avais 33 ans. Donc j'ai vécu. J'ai beaucoup lu. J'étais vraiment en demande du monde de l'enfance, du monde du nouveau-né. Tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Et donc du coup, je me suis dit, je vais peut-être avoir la chance de pouvoir élever un humain. Et donc de lui montrer ma façon, ma réalité, ma façon de voir les choses. Donc pour moi, un enfant n'était absolument pas une entrave à tout ce que je pouvais entreprendre. Alors, bien sûr, avec quelques petites nuances, parce que évidemment, les quelques premiers mois peuvent être un peu plus... ça te déstabilise un petit peu dans tes habitudes. Mais enfin, il existe aujourd'hui des portages faciles. Moi, j'ai exercé accompagnatrice. Ma fille elle avait quoi ? Elle avait 2 mois et je la prenais en écharpe et puis je partais marcher, je partais travailler. Pour moi, je me suis jamais sentie limitée. Mais parce que j'ai la chance d'être auto-entrepreneuse et que du coup, pour moi, une maman qui porte son petit, je suis toujours dans la nature, et les mamans chamois, qu'on appelle des chèvres, elles sont avec leurs chevreaux et ça change rien à leur vie, c'est juste qu'elles sont suitées, comme on dit. Elles ont un petit truc qui les suit tout le temps. Moi, j'avais un satellite puis 2 et je bougeais, mon énergie les trimballait aussi partout. J'allais au cinéma avec ma fille. J'ai eu la chance de l'allaiter, donc ça fait des bébés qui ne pleurent pas. Si jamais ils pleurent, clac, tu les colles au sein et plus personne les entend. J'ai pu voyager avec eux et grâce à ça, j'ai découvert qu'en fait, les gens sont hyper contents de voir arriver une famille, quoi. Ils voient toujours que des blancs tout seuls et voir arriver une maman, un enfant, un papa, du coup les portes s'ouvrent encore plus. Donc au contraire, moi je dirais vraiment avoir des enfants, ça n'ouvre que des portes en fait. Alors bien sûr, si on ne rentre pas dans le moule de l'éducation nationale, parce que là pour le coup tu es donc limité par le temps de vacances, ce que j'ai choisi de ne pas faire. Ouais. Justement, je sais pas si je parle là-dessus parce que j'aurais 1 milliard de questions à te poser. Qu'est-ce que t'as fait avec tes enfants? Si avant de passer sur le mode de l'école, etc., qu'est-ce que tu retiens des grands trucs que les autres ne font pas? J'ai envie de dire, c'est plus pour inspirer, montrer les portes qu'on peut ouvrir ou de trucs qui t'ont vraiment marqué, que t'as fait avec tes enfants parce que tu ne t'es pas limité. La première chose, moi j'adore en janvier faire le festival Télérama du cinéma. Ma fille avait donc 15 jours. J'ai fait le festival quoi avec elle. Donc voilà, ça, je pense que même personne n'a vu qu'il y avait un bébé dans la salle. Pour moi, c'était tellement naturel. Oui, voilà, mes premières clientes que j'ai pu garder très longtemps, c'est les femmes qui sont venues avec moi et je leur ai expliqué, voilà, j'ai pas pu cette nuit tirer mon lait, donc je vais devoir prendre le bébé. Donc j'espère que ça vous dérange pas, mais je ferai tout mon possible pour que ça n'entrave pas votre progression en montagne. Mais ces femmes-là, du coup, je les ai encore 17 ans après. Ça crée un lien différent finalement? On est humaine, quoi, en fait. Voilà. Ok, je suis accompagnatrice, mais d'abord, je suis maman aussi. Et ce bébé, je vais pas l'abandonner, je vais pas le laisser dans la forêt, donc il faut qu'il vienne avec moi. C'est trop petit. Après, les loups vont me le prendre. C'est ça. Ok, t'en aurais un 3e? Non, fonctionnait par 3. J'aurais dû le préparer. Non, j'ai une question spécifique. Est-ce que tu as voyagé? Est-ce que c'est une question... Enfin, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Est-ce que tu as voyagé avec tes enfants quand ils étaient tout petits? Oui, et je vais te dire pourquoi. Pour une raison déjà très pratique. Parce que quand les enfants ont moins de 2 ans, le billet est gratuit. Donc déjà, si tu veux... je savais pas. Eh ben ouais. Et donc, oui, on en a profité un maximum à partir de 2 ans, donc ils payent un peu plus. Donc, oui, et puis c'est simple, en fait, si ça c'est une petite anecdote qui est marrante, les 2 tests de grossesse que j'ai fait dans ma vie, eh bien, je les ai achetés à Katmandou. Donc ça coûte pas cher en roupies. Voilà, juste en plus pour expliquer donc aux personnes qui vont nous écouter, c'est qu'on a le même amour du Népal, et je pense qu'on se rejoint aussi beaucoup là-dessus, du coup, c'est quelque chose, moi je suis déjà en manque, hein. C'est le Népal, c'est mon jardin secret et c'est grâce à ce pays que j'ai su 2 fois donc que j'étais enceinte, embarquée sur des treks, voilà. Donc j'ai envie de dire que l'enfant ait été à l'intérieur ou à l'extérieur de la matrice, finalement, ça n'a pas changé grand-chose si ce n'est le poids.
Oui, parce que plus les enfants grandissent, plus ils sont lourds à porter. C'est ça. Oui, par exemple, une anecdote, je pourrais mettre sur le CV de ma fille tous les sommets qu'elle a fait. Elle a jamais mis le pied par terre, mais elle les a fait. D'accord. Bah, c'est génial. Ben oui. Est-ce qu'elle en a un souvenir? Non. Non, elle est Oh, trop bah petite. non, je pense que jusqu'à 2-3 ans, ça va être difficile. Et puis à partir du moment où elle a pu marcher, là, elle a peut-être plus de souvenirs. Non, elle n'a pas de souvenirs de ses sauts, mais je lui ai marqué dans son petit livre de son génial. histoire. Trop génial. Et du coup, ben, pour faire la transition avec ce dont on parlait tout à l'heure, toi, tu as fait le choix de ne pas scolariser tes enfants. Déjà, est-ce que tu pourrais dire pourquoi? C'est quoi j'ai envie de dire, ton postulat de départ? Alors, il y en a 2. Déjà, la première chose, c'est que je me disais, je veux vraiment expérimenter le fait d'être parent et d'élever un enfant. Et pour moi, j'avais pas envie de confier cette mission, que je trouve incroyable, à quelqu'un d'autre. Déjà par jalousie. J'ai pas envie que quelqu'un d'autre apprenne la vie à mes enfants par leur prisme. J'ai une mauvaise expérience personnelle de l'école, mais enfin, encore une fois, c'est pas ça qui a primé, parce que mes enfants auraient pu, et on en reviendra, eux aimer. Et puis après, c'était vraiment tout à fait pratique. Mon métier s'exerce principalement pendant les vacances. Donc, ça voudrait dire quoi? Que je ne vois pas mes enfants quand je travaille pendant les vacances, que je les mets à l'école quand je n'ai plus d'activité, et donc que je me tape une déprime parce que du coup, je vois jamais mes enfants. Puisque mon postulat de départ, c'était « je veux élever ces humains selon la façon que j'ai de voir la vie », ça m'a semblé déjà pratico-pratique, c'était pas possible. Alors du coup, j'ai essayé de jongler un petit peu au début, donc je les mettais pas, par exemple, septembre, octobre, novembre, parce que j'avais envie de voyager. Et puis après, décembre, janvier, février, ça m'arrangeait qu'ils aillent à l'école, parce que c'était la grosse saison d'hiver. Et puis un jour, l'éducation nationale m'a rappelé à l'ordre, me dit « Mais madame, vous n'avez pas compris, vous avez signé un contrat. Le contrat stipule que vous mettez votre enfant toute l'année. » Et j'avais pas compris cet engagement-là, en fait. D'accord. Bien que j'ai toujours prévenu en disant on sera pas là de temps à temps, mais c'est pas comme ça que ça se fait. En tout cas, c'est pas comme ça que qu'on me l'a fait comprendre. Et donc je me suis dit ok, donc s'il y a un contrat, déjà je suis pas trop contrat, mais ce contrat-là il ne me plaît pas. Donc comment je vais faire pour quand même pouvoir travailler et vivre la vie que je mène? J'ai eu la chance de rencontrer une institutrice, mais qui nous a quittés, qui est toujours dans mon cœur, Christine Ménadier, mais qui m'a dit « Mais c'est simple, moi j'ai eu plein d'élèves, les parents étaient sur un bateau, ils faisaient plein de choses. C'est simple, tu les inscris et tu les désinscris. Tu les inscris à l'école, tu les désinscris pour qu'ils soient au CNED, tu les réinscris à l'école, et comme ça, dans l'année, tu peux très bien ne les mettre que 3 mois. » Et c'est ce que j'ai fait. Mes enfants étaient scolarisés donc de décembre à mars, qui correspond au 2e trimestre. Et c'est tout. Ok. Et le reste du temps, en fait, finalement, tu gérais avec le CNED et tu gérais toi, quoi. Déjà, comme je savais que c'était un projet de vie, j'ai anticipé, surtout pour ma fille aînée, en anticipant déjà l'apprentissage de la lecture, puisque je savais qu'elle ne pourrait pas le faire à l'école. Donc, on partait, je me rappelle, en rando, et à chaque fois qu'on marchait, elle récitait ses tables de multiplication, par exemple. La pauvre, elle se prenait les pieds dans des trous de marmotte, elle tombait, elle se relevait, et on enchaînait. J'étais un petit peu bourreau, mais voilà, pour qu'elle comprenne que en fait, on peut faire l'école en marchant, on peut faire l'école en voyageant, on peut apprendre tout le temps. Ouais. C'est l'école de la vie. On me dit souvent ah oui, t'as fait l'école à la maison. Mais non, mon Dieu, j'ai jamais fait l'école à la maison. On n'a jamais été à la maison. On a fait une instruction en famille avec une ouverture incroyable sur le monde qui nous entoure. Trop bien. Pour moi, t'es un exemple pour ça. Je me suis dit, le jour où j'ai des enfants, mais je vais demander à Florence comment elle fait. Oh, mais moi, je serais ravie de faire des conférences. J'ai eu la chance de pouvoir voir une conférence à l'Argentière, justement, sur un film qui s'appelait « Être et devenir », où c'était que sur ces mouvements unschooling. Mais là, du coup, ce que je faisais avait un sens, puisque on le mettait en image. Et je l'ai vu à l'époque pour mon 2e, donc il y a un garçon. Et là, je me suis encore plus détendue. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Alors, en fait, je vais arrêter de les faire chier avec les tables de multiplication et le français et le machin, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils vont apprendre. Même si on leur met pas le nez dans les cahiers. Ils vont devenir des humains brillants, ouverts, que les grandes écoles s'arracheront, puisque c'était le thème de ce documentaire. D'accord. Mais oui, des parcours tellement atypiques
Voilà, moi je sais que, je n'ai aucun souci pour mes enfants parce que je sais que ils seront forcément hyper, enfin en tout cas les grandes écoles, s'ils veulent en faire, seront intéressés par ce genre de profil. D'autonomie, d'ouverture sur le monde, de bienveillance. Il en faut aussi des humains comme ça. Bah, carrément, je pense que c'est même l'avenir. Mais bon, c'est un postulat, en tout cas. Là. Et du coup, là, tu parles quand ils étaient déjà un peu plus grands, qu'ils apprenaient, par exemple, pour la grande l'étape de multiplication, etc. Mais quand cette transition-là, entre 3 et peut-être 5 ans ou 6 ans, où ils apprennent peut-être pas encore forcément, tu peux plus les porter, est-ce que tu as eu des périodes de transition un petit peu plus compliquées à gérer, en fait? C'est ça ma question. Alors, je reviens toujours au pratico-pratique, puisque je suis une femme qui est toujours en mouvement. Et le truc, c'était, alors, ils sont trop lourds pour que je les porte, et ils marchent pas encore assez bien. Oui, donc c'est vrai que cet âge-là, cette période-là, elle dure quoi? 1 ou 2 ans, finalement. Entre 2 ans et demi et 4 ans et demi, tu marches moins bien. Mais vu que le deuxième est arrivé dans la foulée, finalement, la première, c'était un peu, entre guillemets, évidemment, marche ou crève. C'est-à-dire que oui, on marche, on t'a donné 2 jambes, tu te déplaces, et puis ça se fait comme ça. J'ai pas le sentiment d'avoir été, à une période donnée, bloquée quelque part parce que j'avais des enfants. Je suis d'une nature assez forte, et donc, du coup, je les ai portés beaucoup. Ouais. J'ai même une photo où j'en ai un devant, un derrière, et je pars quand même marcher, quoi. Donc en fait, finalement, tu les as toujours emmenés dans ton travail d'accompagnatrice, même quand la petite, elle marchait et que... Tout le temps. Le petit, tu te débrouillais, quoi. Je les ai toujours emmenés, parce que déjà, j'avais pas envie de m'en séparer, parce que je suis une maman loup, que j'étais bien avec eux, et que j'ai orienté mes activités professionnelles avec comment on pourrait dire, le fait que mes enfants grandissent. Petit, j'ai travaillé avec des enfants, et du coup, ils étaient tout le temps là. J'avais un marmot, 2 marmots, 3, 4, que j'en ai 5 ou 6, finalement, les miens sont dedans. Donc, j'ai eu ma fille au moment où on a racheté une boîte qui s'appelle l'École européenne de l'aventure. Et mon Dieu, c'était mon merveilleux cobaye. Tout ce que j'avais envie de tester, elle était là pour le tester. Puis après, on entraînait les autres enfants dans cette ronde folle. Donc oui, encore une fois, c'est la chance que j'ai, c'est que j'ai ma propre entreprise et que je fais ce que je veux. Bien sûr. C'est sûr que si j'avais dû travailler avec un patron, je sais pas comment sont ouverts les gens à ce qui est des enfants. Les cartes auraient certainement été différentes, on le sait de toute façon. Hein, donc, Ouais, non, mais je veux juste pas dire c'est simple, juste dire j'ai une chance incroyable à la base, mais à la base j'ai une vie de rêve déjà. Et en plus, le fait d'être maman, puisque c'était vraiment l'idée de me dire je vais avoir la chance si Dieu veut bien, parce que j'ai eu du mal à avoir ma fille, la première, je veux tester cette expérience-là d'être, alors maman, mais plutôt éducatrice, c'est pas le mot, mais accompagnatrice. Voilà, je voudrais les accompagner dans leur vie pour qu'ils deviennent des adultes bons, ouverts, bienveillants, joyeux, tout ce que la société ne nous permet pas de faire finalement, puisque l'école forme des élèves. Moi, je veux former des humains. Oui, c'est pas tout à fait la même chose, effectivement. Et j'allais t'interroger, mais tu as amené le sujet. L'école européenne de l'aventure, tu la gères toujours ? Bien sûr. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler ? Qu'est-ce que c'est ? Mais alors, c'est ça, l'école européenne de l'aventure, c'est la meilleure école du monde. Alors, ça s'appelle européenne, ça pourrait être intersidérale. Donc, l'école européenne de l'aventure, c'est la meilleure école du monde. Et pour une femme, une terrienne qui n'a jamais aimé l'école, c'est quand même assez drôle d'avoir reçu en cadeau ce bébé qui était déjà tout prêt. On nous a proposé de le racheter, de l'étoffer. Et moi, c'était au moment où j'étais enceinte et ça m'a beaucoup parlé. École européenne de l'aventure, mais waouh, quoi! Trop bien! C'est quoi ? L'idée, en fait, c'est de rendre les enfants autonomes. C'est-à-dire, quand la famille va leur dire « Non, ne cours pas, fais attention », nous, on va dire « Mais cours, vas-y !» Et puis, tu vas te gamiler. Oui, bien sûr, peut-être, mais tu vas te relever. Et puis, on est autour, professionnels,
pour pouvoir t'expliquer comment on peut faire pour peut-être pas se gameler finalement, pour apprendre quel est le monde qu'il y a autour de nous, comment reconnaître des plantes, des traces d'animaux. Tiens, qui est-ce qui est passé par là? L'hiver, est-ce que tu sais faire un igloo? Ça peut être utile de savoir faire un igloo. Quoique bon, en réchauffement climatique, maintenant je vais peut-être devoir changer de choses. Mais enfin, je veux dire d'être autonome, d'avoir les clés pour s'empouvoirer. Parce que pour moi, un enfant, faut vraiment l'élever. Et pour l'élever, lui donner confiance en lui. Mais c'est extraordinaire. Et ça fait donc maintenant, c'est simple, ma fille va avoir 18 ans et j'étais enceinte quand on a repris cette formidable petite boîte à souvenirs que l'on donne aux enfants. Elle a grandi forcément avec l'école. J'ai adapté avec l'école. À 3 ans, j'ai fait plein d'ateliers pour les 3-5 ans. Maintenant, ils sont ados, donc je suis un peu plus avec les ados. Et puis, qui sait, on leur laissera ce bébé-là. Et puis, ils continueront à former des aventuriers quand nous, avec mon mari, on aura un petit peu notre claque de ramasser des crottes d'animaux, de faire des cabanes. C'est ça. Et du coup, cette école-là, elle fonctionne sur les vacances scolaires, du coup, je suppose. Parce que là, les enfants que vous recevez sont, eux, scolarisés. Bien sûr, peut-être, on sait jamais. Un de mes rêves, ça aurait été effectivement d'avoir les enfants toute l'année. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui font l'école dans la forêt, des choses comme ça un peu alternatives. J'avoue que j'ai pas encore trouvé l'énergie de me confronter à Goliath. Donc pour l'instant, je pense que l'éducation nationale me laisse, c'est-à-dire les vacances. Ces petites périodes de rêve, et je sais que j'ai des petits aventuriers qui sont comme moi, je l'étais à leur époque, c'est-à-dire je ne respire plus pendant l'année scolaire et l'été revient, et la montagne, et la nature, et l'école de l'aventure, qui va me permettre de grandir parce que je sais qu'il y a la prochaine échéance où je vais pouvoir de nouveau être moi et respirer. Ouais, c'est vraiment donner de l'espace pour respirer et pour être, quoi. C'est ça. Pleinement. Et ouais. Et finalement aussi d'avoir une école toute l'année, peut-être pour toi ce serait, je trouve pas vraiment le terme, mais peut-être handicapant par rapport au voyage, parce que tu bouges beaucoup, on a parlé de Katmandou, mais tu pars tous les ans, si je me trompe pas, à faire Compostelle. Là tu reviens du Mont-Saint-Michel, j'ai réussi à te choper pendant les 3 jours où t'étais là. Donc peut-être par rapport à ça aurait été une contrainte ou pas ? On pourra revenir sur Compostelle, j'aimerais juste en dire un petit mot, ça c'est clair, parce que c'est ma thérapie. J'ai vu, bien sûr, et j'ai été suivie, heureusement, par des femmes géniales qui sont psy, mais j'ai trouvé ma thérapie. Moi, je pars marcher sur Compostelle seule pendant 10 jours, ça me remet les idées en place, tout va bien finalement dans ma vie, et je reprends confiance en moi. Peut-être qu'effectivement, sur l'année, je n'aurai pas l'énergie et le positivisme que je peux apporter sur 8 semaines d'été, plus quelques petits stages dans l'année. C'est fort possible. C'est fort possible. Et comme un peu une marraine bonne fée, tu la vois pas tous les jours, sinon tu te rends compte que elle est pas toujours super marraine bonne fée, quoi. Des fois, elle est vraiment relou, quoi. Putain, c'est clair. Et voilà. Et donc là, dans ces moments de petites bulles magiques, je peux donner tout le meilleur de moi-même en tant que comment on pourrait dire ? Moi, j'ai le sentiment que je suis missionnée pour transmettre. J'ai un demi-siècle, j'ai plus d'un demi-siècle. Je me rends bien compte que la société dans laquelle mes parents ont grandi ont un peu fait n'importe quoi. Et après, on a la nouvelle génération qui, elle, doit se débrouiller avec ce n'importe quoi. Et donc, du coup, entre les deux, si je peux, planter des petites graines en disant, non, vous allez voir, le monde, il est beau. La montagne, elle en a vu d'autres, c'est pas un problème. Les animaux, ils s'habitueront. Mais vous, si vous avez quelques clés pour pouvoir évoluer dans ce monde-là, et peut-être apporter vous aussi votre petite part du colibri. Moi, j'ai des enfants qui ont commencé à 4 ans, 5 ans, et qui là sont ingénieurs en transition écologique. Mais merci, voilà, pour mon ego, c'est extraordinaire, quoi. On sent que ce que tu leur as dit, c'est resté, quoi. Ou en tout cas ce qu'ils ont senti, revécu. Moi, je suis beaucoup dans le corps, dans ce qu'on a, dans ce qu'on sent, dans ce qu'on expérimente, plus que je suis le gourou qui vous dit. Voilà, ils l'ont expérimenté par eux-mêmes, et surtout ils ont senti la joie que ça procure d'être un humain libre. Ouais. Et tu le sais quand on part en montagne, comme on se sent libre. Ouais, je sais bien. C'est quelque chose qui manque cruellement et qui manque particulièrement. Alors, le principe, c'est pas de cracher sur l'éducation nationale dans le podcast, mais quand même, je pense qu'on a aussi un vrai positionnement qui est que, pour moi, ça reste du formatage
Et en fait, en tout cas, on n'est pas dans l'empuissancement et dans le fait de rendre libres les gens, quoi. Bah, c'est pas le but. Le but, déjà, c'est génial. Ça permet à des enfants d'avoir accès, putain, à manger correctement, équilibré, à avoir des relations avec d'autres enfants. Alors moi, je cracherai jamais sur l'école parce que tu le sais, quand tu vois que au Népal, des fois, les enfants, ils marchent pendant 1 heure pour aller à l'école. Tu te dis non, on peut pas cracher sur l'école. Par contre, c'est vrai que, c'est pareil pour tout le monde, que tu sois un rêveur, que tu sois un actif, enfin, on est obligé de s'adapter pour tout le monde. Et donc, du coup, c'est un formatage. Voilà. On te forme à devenir un citoyen. Et c'est mieux que la plupart des citoyens ne soient pas tous barrés comme moi, parce que sinon, ça serait le gros bis. Donc, il faut quand même quelques citoyens qui soient doux et dociles. Ce serait intéressant de tester, ce serait bien de faire un microcosme de société avec des gens comme nous, et puis on voit comment ça part. Ce serait un petit peu compliqué, effectivement, mais... Ok, et du coup, maintenant, tes enfants sont relativement grands. Est-ce que tu parles avec eux? Quel retour ils te donnent? Tu sais, souvent, il y a des retours un peu différents des enfants quand ils grandissent, de maman, t'as fait le super bon choix, ou j'aurais préféré aller un peu plus à l'école. Eux, leur regard à eux, c'est quoi? Alors, donc, je suis en train de vivre la période de l'adolescence. Alors, celle-là, on te la vend pas quand t'es enceinte, le petit bébé trop beau, qu'est-ce que tu vas prendre comme layette et tout ça, non, hein, voilà. Donc, l'adolescence fait partie de mon apprentissage de maman. Je pense que la plupart du temps, ils sont vraiment heureux de ce qu'ils ont vécu. Mais pour moi, je m'en prends évidemment plein la figure parce qu'ils n'ont jamais pu avoir des copains, qu'ils n'ont jamais pu avoir de racines, qui sont différents, qui sont pas comme les autres, que je suis complètement folasse, tout ça, je le prends. Mais je sais qu'un jour, plus tard, en ayant peut-être des enfants ou en entrant dans vraiment la vie adulte, là ils ont 17 ans et 15 ans, ils se diront mais elle était peut-être folasse notre mère, mais waouh, tout ce qu'on a fait, c'est fou quoi. La période de l'adolescence, c'est pas la période où les enfants aiment être différents. Ils aiment être comme tout le monde. Et là, pour le coup, malheureusement, t'es plein pot dedans, quoi. Ouais. Parce que finalement, qu'ils ont jamais eu d'amis, etc., c'est pas vrai, par exemple. Ils avaient Wesh Milami à l'école de l'aventure tout l'été. Voilà. Mais c'était aussi un peu des clients. Moi, je compare notre famille à un petit cirque. Tu vois, ouais. On a le petit cirque et l'été, on sort le chien qui est trop mignon, les chats quand elles avaient leurs petits, on les emmenait, les enfants, j'ai ma maman aussi, voilà, c'est le petit cirque et puis le petit cirque se termine et on part sur d'autres aventures et du coup, eux n'ont pas forcément un lien continu avec des camarades. Mais qu'est-ce qu'on dit aux enfants pour qu'ils aillent à l'école? Tu vas te faire plein de petits copains. Mais moi, je leur ai dit, je suis désolée, mais l'école, c'est pas fait pour ça. Vous êtes à l'école pour apprendre. Des amis, vous en ferez, le monde est rempli d'humains incroyables. Pourquoi se limiter à un ou deux parce qu'ils ont le même âge que vous et qu'ils sont sur les mêmes bancs d'école? Mais je comprends que ça puisse être effectivement déstabilisant. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment pensé en égoïste. C'est vrai. Mais moi, je voulais qu'ils vivent la vie que j'aurais adoré vivre. Voilà. De toute façon, les enfants reprocheront toujours quelque chose à leurs parents. Ouais. Et qu'ils me le reprochent. Moi, je suis dans la joie d'avoir eu la chance d'avoir un humain femelle et un humain mâle pour pouvoir expérimenter toutes les merveilles de la vie et de la parentalité. Waouh. Et moi, j'ai hâte de les voir dans quelques années et voir ce qu'ils en redisent parce que je suis sûre, au moins la grande là, dans 2 ou 3 ans, même pas moins, elle a 18 ans là. Ouais, mais... Déjà, ça commence à... D'ici un an ou deux, va changer de discours direct. Ouais, non, mais je suis vraiment pas inquiète. Puis de toute façon, faut passer par là. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. Je lui avais posé des questions. Je sais pas si tu te rappelles, quand t'avais passé le professeur de yoga et tout, pour rien au monde, elle voulait aller à l'école ou je sais pas quoi, tu vois. Donc les discours, ils s'adaptent aussi juste à la tranche d'âge, quoi. Tout à fait. Et encore une fois, il y a ce que tu dis aux autres et puis ce que tu vas dire à la mère, parce que je suis là pour aussi écouter ce qui va pas. Mais moi, je préfère qu'avec moi, j'en prenne plein la figure, mais qu'aux autres, elles disent « Oh là là, mais c'est trop bien la vie qu'on a, ça me va très bien comme ça. » Et d'ailleurs, cette année, elle a décidé de passer son bac au lycée, et je leur avais toujours dit « Le jour où vous voulez rentrer à l'école, par contre, je vais pas me mettre dans votre passage. Je vais vous accompagner pour aller à l'école, bien sûr, évidemment. » Donc, elle va passer son bac au lycée.
Et hop. Et voilà, j'ai pas besoin de faire la maîtresse, parce que c'est vrai que le lycée, ça devient un peu compliqué pour moi. Ça fait longtemps que j'ai pas été à l'école. Ouais, surtout pour préparer le bac, la pression, c'est pas la même, je pense. Ah oui, alors ça, là, par contre, la pression, c'est vrai qu'elle elle a du mal à le gérer, mais c'est surtout la charge de travail pour moi. Parce que donc, oui, comme mes enfants n'ont pas été à l'école, c'est moi qui ai fait la maîtresse, si on pourrait dire, ou la personne qui accompagne dans les devoirs. Et là, je vais pas dire, c'était trop bien, on était en harmonie. Non, je m'en suis aussi pris, évidemment, parce que non seulement en tant que maman, mais en tant que maîtresse. Pas payée en plus, hein. Donc, le combo gagnant. Ouais. Mais je savais que ça, c'était pour me permettre une totale liberté dans mes mouvements pour voyager. De toute façon, comme on le sait, à chaque situation, à chaque décision, il y a un avantage et un inconvénient. Il faut juste que les avantages restent toujours plus grands que les inconvénients, en fait. Au final, et toi, t'as suivi ta ligne directrice, et puis fin de l'histoire, quoi. Ah ouais, non, moi, je n'ai vu que des avantages. Voilà. Et du coup, tout ça aussi, comme tu l'as un peu exprimé, t'es mariée, donc tu l'as pas fait toute seule. Et même si souvent, des fois, la charge, ou les réflexions de sortir un peu des sentiers battus, les réflexions et les projections sont souvent jetées sur les femmes, la plupart du temps en tout cas. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, on a parfois eu l'occasion d'en discuter, mais pas tant que ça, c'est quand même, tu t'es trouvé donc un conjoint puis un mari qui t'a suivi partout dans tout. J'ai envie de te dire, as-tu un secret, Florence? Pour toutes celles qui nous écoutent et qui vont nous regarder. Non, mais blague à part, voilà, tu l'as pas fait toute seule et c'est intéressant de savoir comment est-ce que vous étiez tous les deux dans le même mood? Est-ce que t'as amené ça à ton mari? Comment ça s'est passé pour construire ça et vraiment en termes de famille, comme tu l'as expliqué à un moment donné? Alors déjà, la première chose, c'est que tout ce que j'ai fait, si j'avais été maman solo, je pense pas que j'aurais réussi à le faire et ça, c'est hyper important de le dire. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir un papa et une maman hyper présents et hyper bienveillants et aussi prêts que mon mari à me suivre dans mes délires. Et ça, c'est important aussi à dire. C'est vraiment une team. Quand j'ai rencontré celui qui allait devenir un jour mon mari, mais bien après d'avoir eu les enfants et tout ça, j'ai eu un flash, c'est-à-dire que j'ai vu ce gars et je me suis dit, waouh, ça va être le père de mes enfants, ce mec. Je ne le connaissais pas, voilà. Donc déjà, je pense que la première chose, c'est la chance. Quelle chance on peut avoir de rencontrer la personne qu'on devait rencontrer. Ouais. Pas beaucoup de chance. Moi, je l'ai eu déjà, cette chance-là. Je l'ai saisie et Dieu sait si ça n'a pas été facile. J'ai beaucoup ramé pour l'avoir. Vraiment, parce qu'il a dû se dire, attends, mais elle, c'est une tornade, je vais jamais arriver à gérer ça, c'est pas possible. Et donc, j'ai mis au moins 4 ans à essayer de le convaincre que mais c'était lui, puisque je l'avais vu que c'était le père de mes enfants, ça ne pouvait pas être autrement. Et progressivement, je crois qu'il a accepté mes idées parce que ça venait je le sentais tellement que oui, je voulais essayer d'accoucher à la maison, que oui, tiens, pourquoi pas faire l'école en famille. Et il ne m'a jamais empêché. On peut pas dire qu'il m'ait dit « Ouah, trop bien, génial, ouais, super ». Non, on n'est pas un couple de 2 barrés. Il y en a une qui est très barrée et l'autre qui s'est dit « Pourquoi l'essayerait pas ?» J'ai vraiment la chance d'avoir un humain qui m'accompagne. Je dis humain parce que moi, je suis une ultra féministe et j'ai vraiment beaucoup de problèmes parfois avec la gente masculine, mais cet humain-là, Mal, il est vraiment incroyable. Voilà, j'ai de la chance. Humain-là, Mal. il est top. Et du coup, c'est vrai que c'était bien ce côté-là protecteur qui faisait barrière avec le monde extérieur, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que peut-être les temps changent maintenant, mais bon, il y a 18 ans, accoucher à la maison, faire l'école en famille, pas la même, il était le rempart contre tout ce que les gens pouvaient dire de malveillant. Il a eu vraiment la gentillesse d'ouvrir son grand parapluie pour pas que je me prenne ces scuds-là frontalement, parce qu'en tant que jeune maman, t'as besoin plutôt beaucoup de douceur et cette force-là, son épaule, c'est une grande chance. En plus, c'est je sais, parce que je suis une sorcière, bien sûr, je l'avais vu, c'est un super papa. Non, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Il décrocherait la lune pour ses enfants. Donc voilà, finalement, des fois aussi, quand on est dans une certaine vibe et qu'on déroge pas, je parle beaucoup d'alignement, tu sais, dans mes podcasts, dans mes enseignements, etc. Et finalement, quand tu restes sur ta vision,
que tu la remets pas en doute ou uniquement dans la façon de faire pour vraiment te remettre en question et que tu restes aligné sur ta vision et que tu te mets en action vers ta vision, tu attires aussi, là comme ton mari, les personnes dans ta vie, ou ça aurait pu être d'autres personnes pour fonder cette communauté, etc., pour pouvoir aller vraiment jusqu'au bout de tout ce que tu as envie de faire, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu fais partie des gens qui ont ouvert d'autres choses en moi, même si c'était inné de sentir les choses. J'ai toujours vu des choses qui se passaient. Et tant que ça se passait pas, je lâchais pas. Mais c'est vrai qu'avec le recul, maintenant, je me dis, oui, en fait, je l'ai créée, cette réalité, finalement. Puisque j'y croyais vraiment. Donc, ça partait de mon cœur. Pourquoi ça serait pas réalisé? Puisque c'est ce que je voulais vraiment. Depuis, j'ai appris à parler à l'univers. Alors, c'est encore plus simple. C'est même tellement drôle, des fois, que j'en rigole moi-même parce que c'est... la vie est tellement extraordinaire, tellement merveilleuse, c'est tellement... chouette. Top moumoute, comme j'aime à le dire encore. Mais voilà. C'est clair. Alors, bien sûr, évidemment, parce que je suis née blanche en Occident, dans une famille qui avait de l'argent et de l'éducation. Attention, hein, voilà. On va tout remettre dans le contexte. On remet tout dans le contexte. Mais voilà, je suis née là, je l'ai aussi choisi. Mais pour moi, je pense que les contextes qui sont... Alors, on a des contextes privilégiés, comme tu viens juste de l'évoquer, mais je pense que c'est aussi parce qu'on a un contexte privilégié, avec le mental qu'on a et l'énergie qu'on a, qu'on peut faire bouger les choses et commencer à impacter d'autres personnes. Et il faut bien que ça commence quelque part. En tout cas, c'est ce que je me dis, c'est que si on a le caractère qu'on a, les idées qu'on a, et puis le privilège qu'on a au départ, et là on va le dire, c'est un podcast pour les femmes, donc particulièrement en tant que femme, il faut que ça commence quelque part pour pouvoir ensuite aller semer des graines un petit peu partout dans le monde, ou là où en tout cas c'est important pour nous de les semer, quoi. Mais tu as vraiment, Karine, c'est exactement ça. Si j'avais pas mis à profit toutes les chances que j'ai pour pouvoir le partager avec, même à ma toute petite échelle, ça aurait été du gâchis, ça c'est clair. J'ai un souvenir, puisqu'on parlait de voyage, on n'a pas beaucoup parlé. Le Népal, c'était mon premier voyage, j'avais 23 ans. Je vais mon premier voyage seul parce que mes frères m'avaient dit « Ah non, mais toi tu peux pas venir avec nous au Népal, tu vas voir, tu auras peur, il y a des bêtes horribles, il y a des insectes. » Tigre. Ouais, on n'y va pas, ah non, plutôt 6 pattes. Je fais « Ah ouais, d'accord. » Du coup, grâce à ça m'a un peu piqué, bien sûr, puisque mes frères sont plus jeunes. Je suis partie toute seule. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Comment des gens qui n'ont pas grand-chose peuvent être tout le temps souriants alors que autour de moi... Ils ont tous une gueule pas possible, alors qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Je lui dis, attends, là, il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique. Et donc, à cette époque, j'ai eu la chance de rencontrer une petite gamine des rues, comme il y en a 10 000. Mais il se trouve que, comme je suis revenue chaque année depuis ce premier voyage, je revoyais cette gamine et puis s'est installé quelque chose entre nous. Et puis, maintenant, ça fait quoi? Presque 30 ans. Waouh, presque 30 ans après. Elle a pu venir en France, elle a pu accéder à la propriété, elle a pu élever ses enfants dans des conditions géniales et ouais quoi. Voilà, je sais pas moi, ça me met en joie vraiment de pouvoir me dire j'ai réussi grâce à aussi parce que l'argent c'est important aussi, hein. C'est quand même le nerf de la guerre, hein, l'argent. Enfin je veux dire on en a besoin, mais grâce à ça, cette magie là, toute la magie que tu peux mettre dans l'argent, tu peux empouvoirer des gens à l'autre bout du monde. Génial. Effectivement, merci, parce que je suis pas la seule à penser comme je pense, non, mais des fois, tu vois, c'est hyper rafraîchissant. Et effectivement, et tu vois, je repensais parce que je te parlais, je te disais que j'ai mon nouveau visuel qui arrive, etc. Et ma graphiste, elle a choisi une photo. J'ai dit, j'ai déjà vu ça quelque part, et en fait, je retrouve une photo d'Alexandra David-Néel, limite avec le même, tu verras, j'aurai un post lundi. Et en fait, j'ai démarré ce podcast en parlant d'Alexandra, quoi. Et alors, elle a l'impact qu'elle aura. En tout cas, moi, je sais que tout ce que je fais à ce jour est profondément impacté par qui elle est, son travail, etc. Et quand on parle de conditions sociales de départ, elle est née quand même dans une famille riche, et après elle a épousé un mari qui l'entretenait. Donc je voudrais quand même pouvoir dire aux femmes qui nous écoutent, c'est pas parce qu'on a un très haut niveau de vie, qu'on vient pas d'une famille bourgeoise, etc., que c'est pas possible. Le simple fait d'être né en Occident, d'avoir accès quand même relativement facilement à du travail, à un revenu, etc., quel qu'il soit, c'est déjà un empuissancement énormissime. Il y a des fois on râle parce qu'on n'a pas assez d'argent, etc., mais en fait on se rend pas compte. Même juste des fois quand on a 800 € de RSA, je dis pas que c'est suffisant pour vivre, hein. Alors mais il y a quand même des revenus qui peuvent tomber de l'État, etc., ce qu'on n'a pas dans les autres pays. C'est juste ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a un système qui nous permet de rebondir facilement et de
tracer son chemin. Non mais attends, c'est une évidence, toi et moi on a voyagé, on le sait très bien. Ah, t'es malade, c'est pris en charge. Tu travailles pas, on te donne de l'argent. Mais enfin, quand j'ai dit ça la première fois aux gens au Népal, mais ils rêvaient tous d'aller en France. Enfin, je veux dire, mais on est dans un pays vraiment au niveau social qui est extraordinaire. Ouais. On n'a pas le recul et la perspective de voir ça. Bah, quand on est dans la tête dans le guidon, on se rend pas compte, mais il suffit d'ouvrir un petit peu les yeux sur le monde, et Dieu sait si maintenant c'est quand même possible. Bah oui, je trouve qu'on a une chance énorme. Alors, moi, j'ai eu la chance de pas pour l'instant profiter de tous ces aides de l'État, parce que j'ai choisi de prendre ma retraite, j'avais 30 ans, donc je l'ai pris de 30 à 33 ans, parce que j'étais avant salariée. Et j'en ai beaucoup profité. Et maintenant, c'est vrai que je me mets un tout petit peu en dehors du système pour, voilà, être un petit peu libre. Mais pour qui c'est OK ce contrat, qu'on leur donne de l'argent sans qu'ils aient besoin de travailler, c'est quand même une chance, quoi. Bon, en tout cas, pour en revenir, parce que bon, pour pas partir dans les, Non. voilà, la NPE, etc. Mais en fait, le discours de base, c'est quand même de dire qu'en fait, on a un socle qui nous permet de quand même relativement facilement nous empuissancer et d'avoir des ressources de départ. Hein, je dis pas que c'est suffisant au départ, mais des ressources de départ pour pouvoir continuer juste à grimper l'échelle des revenus, de l'abondance, etc. et pouvoir avoir ce socle pour créer la vie qu'on veut, quoi. Tout à fait. Je pense qu'on a beaucoup plus de chance en France qu'à Katmandou. Oui. Ça, c'est une certitude. Juste l'accès aux soins est aussi cher quasiment qu'aux États-Unis, quoi. Faut le savoir, juste pour donner un comparatif. Ouais, ou alors sinon, donc, tu as accès à des soins de base très très base, et donc faut mieux pas être malade, quoi. De merde. Donc. On peut le dire, donc. pour ne pas le dire. Pour ne pas prononcer le mot. Tu voulais parler aussi de Compostelle, tout à l'heure tu as dit je voudrais toucher 2 mots, vas-y, hein, c'est ton podcast. Ouais, donc... je voulais parler de Compostelle parce que j'ai voyagé, vraiment j'ai eu la chance d'aller dans beaucoup de coins dans le monde, et j'ai découvert Compostelle, il y a 6 ans, j'avais 45 ans, et là encore ça a changé ma vie parce que je me suis rendu compte qu'en fait... en marchant sur un chemin de Compostelle, tu n'es pas un clochard céleste, donc tu es un pèlerin. Et le pèlerin te permet d'avoir une espèce de protection de la société, c'est-à-dire si tu dis à ton patron ah oui, bah là j'ai envie d'aller me promener parce que là j'en ai un petit peu marre, le patron va dire tu te fous de moi. Par contre si tu dis non, là je vais faire un pèlerinage à Compostelle, c'est ah ok, ah ouais, ouf. Dans le doute, tu sais, tu dis, tu veux pas dire du mal de ça, parce que si elle prie pour toi en chemin, au mieux vaut une pensée impeccable. Moi, j'aime partir sur un chemin de Compostelle parce que c'est balisé, et moi qui suis accompagnatrice en montagne, je passe mon temps à étudier des cartes, à mener les gens, pour pas qu'on se trompe. Là, je débranche mon cerveau, j'ai qu'à suivre des petites coquilles. Bon, des fois, j'en loupe, hein, pour te dire que des fois, le cerveau, il part tellement loin que tu les loupes, donc tu reviens en arrière. Tu te dis, le coup d'après, je ferai pas 3 kilomètres de plus. Donc, c'est simple. Et il existe sur ces chemins des gens qui sont prêts à t'accueillir. Ils ne te connaissent pas, mais ils font partie d'associations d'anciens pèlerins. Ils t'ouvrent leurs portes. Et là, tu as un lit, un repas, une douche, ce dont tu as besoin finalement, tu n'as besoin de rien d'autre. Mais surtout un cœur qui s'ouvre à une parfaite inconnue, et tu repars le lendemain matin et en fait, t'as un ami de plus, quoi. Et moi, j'ai besoin de ça pour me redonner confiance en l'humain, parce que parfois, évidemment, tu perds un peu confiance, et à chaque fois que je vais marcher sur Compostelle, ça peut être 5 jours, 10 jours... ou plus, c'est ma thérapie, je reprends confiance en moi, je reprends confiance en l'humain, je suis dans mon corps qui souffre, qui répond pas comme je veux, mais il faut composer avec lui. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, pour revenir sur les enfants, la première fois que je les ai emmenés, ils sont allés donc jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, ils avaient 5 ans et 7 ans. On avait le van aménagé qui nous permettait de s'arrêter à chaque étape pour dormir dans ce petit cocon, pas avec tous les pèlerins dans les dortoirs. Et ces 2 mois avec eux en voyage sur les chemins, je crois que c'est peut-être l'un des plus beaux souvenirs que j'ai eu de famille de ma vie. C'était une déambulation. On renouait avec ce que je pense être très fort en nous, c'est notre instinct nomade, c'est-à-dire qu'on est des nomades. Parfois, il y en a qui sont installés, qui se trouvaient bien, mais
d'autres bougeaient. Et là, le fait d'aller toujours de l'avant, en l'occurrence toujours vers l'ouest, waouh, ça donne vraiment une super énergie, quoi. En plus, tu bronzes parce que tu es toujours vers l'ouest. Mais ouais. Comme tu l'es là. La question que j'aurais envie de te poser, parce que je trouve que c'est bien pour les femmes qui nous écoutent de pouvoir saisir, si tu avais 3 ou 4 qualités que toi, tu as cultivées dans ta vie et qui t'ont permis de poursuivre tous les chemins que tu as poursuivis, divers et variés, ce serait quoi? Tu vois, si les femmes qui nous écoutent, si elles disent « Ouais, mais comment je fais ça ?» Bon, après, par rapport au conseil, j'ai une question après, mais c'est quoi vraiment les qualités fondamentales que tu as cultivées dans ta personnalité, qui étaient peut-être déjà là, mais que tu as dû entretenir, pour pouvoir suivre ta vie comme tu l'entendais? Alors ça, c'est important ce que tu dis. Je pense que les qualités, je les ai enrichies, mais que je les avais à la naissance. C'est-à-dire une extrême vitalité. Je ne suis jamais fatiguée, j'ai toujours envie, soif d'apprendre. Donc ça, c'est à la naissance. La deuxième chose, c'est la confiance que mes parents ont mis en moi. Parce qu'avoir confiance en soi, ça aide vachement quand même. J'ai toujours eu confiance en moi. Dès que j'avais eu une idée, une envie, j'avais un père qui me disait « Vas-y, fais-le, essaye ». Et puis après, peut-être ce qui est le plus dur à cultiver, on va dire, c'est la joie. Mais ça se cultive, la joie. Et ça se travaille, ça se multiplie, ça... voilà, pour me confier un peu, j'ai perdu ce papa aimant et qui m'a beaucoup aidée il y a quelques années, et j'avais le choix. Soit mon cœur se fermait, parce que la douleur était atroce, soit mon cœur se démultipliait. J'ai eu la chance de lire un livre qui s'appelait Cœur de cristal. Et je me suis dit, mais non, en fait, il va se démultiplier, ce cœur-là. Et ça va être encore plus chouette. Et c'est là que je t'ai rencontré pour la formation de yoga, d'ailleurs, parce que je me suis dit, allez, maintenant, je vais vraiment penser à moi, et le yoga, faisait partie des choses que je voulais développer dans ma vie. Donc oui, je dirais la joie, la vitalité et la confiance. Que même si on n'a pas des parents qui nous donnent de la confiance, c'est aussi un focus pour aller essayer de le travailler, quoi. Ouais. Il faut le développer. Si on l'a pas eu, tout ouais, est faut essayer de le développer. Alors j'avoue que ça doit être donc du coup un chemin plus long, mais sûrement intéressant. Tout est faisable. Ouais. Je pense que tout est possible. Bah oui, c'est toi qui dis ça. Everything is possible. Voilà. No, you can do it. Aujourd'hui, si tu t'adressais à des femmes là qui veulent avoir cette vie avec leurs propres règles, quelles qu'elles soient, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de suivre le même chemin, c'est quoi les 3 conseils que tu leur donnerais? Ça peut être par rapport à la scolarisation, ça peut être par rapport à tout ce dont on a discuté, parce que tu as traversé, et c'est important de se savoir ton expérience, tu leur dirais quoi? Déjà, la première chose, je pense qu'il faudrait écouter leur intuition. Alors on peut l'appeler le cœur, l'intuition, peu importe, mais vraiment se dire, tiens, de quoi j'ai vraiment envie, là? Qu'est-ce qui me raconte mon cœur? Pas ma petite voix, pas le petit capitaine là-haut, pas les gens autour. Moi, mon cœur. Ok? De faire que ce qu'on pense être capable de faire, parce que c'est pas parce que tu dis ouah putain la meuf super inspirante, elle a fait l'école à la maison, nanana. Mais si vous dites non mais moi je suis incapable de faire ça, c'est exactement comme quand tu donnes le sein. Pourquoi donner le sein si t'as pas envie de le donner? Moi je l'ai donné avec amour, j'ai adoré materner mes enfants et leur faire téter le sein. Mais enfin je suis ok avec une fille qui dirait ah non mais moi c'est pas possible, moi je préfère donner le biberon. Le faire ce qu'on a envie de faire, mais le faire en se disant mais je suis ok avec ce que je veux. Pas selon les critères de la société, ou pas parce que celle-ci elle est trop inspirante, c'est trop bien sa life et tout. Mais non, enfin je veux dire chacun fait comme il peut et comme il veut. Mais être vraiment en accord avec ce qu'on veut. Si on est deux, donc en accord avec son compagnon, c'est mieux, ça c'est sûr, ça aide vraiment, parce que sinon s'il faut ramer à contre-courant, c'est vraiment difficile. Et puis s'aimer soi-même, quoi, être indulgent. Parfois on se trompe, parfois on a des idées mais c'était pas les bonnes, parfois on a essayé, puis finalement revenir en arrière, c'est pas revenir en arrière, c'était une expérience qui se conclut pas comme on l'aurait voulu, mais c'est pas grave. La vie est tellement riche d'expériences, testons. Et surtout, arrêtez d'écouter les peurs des gens.
Oh, mais tu vas pas accoucher à la maison, mais si jamais il y a un problème, comment tu iras à l'hôpital? Oh, mais tu vas pas faire l'école à la maison, mais alors mais tes enfants, mais alors ils seront asociaux. Oh, c'est du poison tout ça. Enlever tous les poisons et se dire, attends, moi je vais essayer parce que je sens que c'est bon pour moi. Ça va? Oui, merci, nickel. Non, mais moi, tu vois, j'intègre. Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'a inspiré? Je dirais qu'il y a déjà une personne à qui je ne voulais pas ressembler du tout. Et je l'aime de tout mon cœur, mais c'est ma maman. Ça, c'était déjà important parce que ma personnalité s'est faite déjà en réaction de... Je voulais pas être au foyer, je ne voulais pas servir des hommes, je ne voulais pas fermer ma gueule. Voilà. Donc j'ai fait tout le contraire. Après, des femmes qui m'ont inspirée, j'aurais la même que toi, en tout cas dans les découvertes que j'ai eues, bien sûr. Ah bon, il y a une aventurière qui, à 92 ans, a refait son passeport. La meuf, elle voulait encore partir. Ok, ah ouais, elle se déguisait en homme pour partir. Ah ouais, elle était mariée, mais en fait, elle avait un mec super jeune, super beau, mais c'était son fils adoptif. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, il a cassé tous les codes. Et puis après... non, j'aurais pas une personne, c'est plein de rencontres. Je pense à Elisabeth Paul, qui est yoga thérapeute, qui était vraiment, qui m'a aidé beaucoup. Évidemment, ma sorcière bien-aimée qui n'exerce plus, mais qui m'a permis d'accoucher, Anne Colomban. Et puis, je dirais tellement, toi, Karine, t'en fais partie aussi, bien sûr. Se dire, ah ouais, d'accord, la meuf, elle a eu des problèmes de santé quand même importants, mais en fait, à chaque fois qu'elle a une idée, elle le fait. Et en plus, ça marche. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé, quelles qu'elles soient? Les livres. Moi, je suis de la vieille école, alors on avait des livres. Hein. Est-ce que tu peux en citer un ou deux qui t'ont vraiment marqué, que tu aurais envie là de... Ouais, alors je peux même mettre les références. Faudra que tu mettes les références et que tu les cherches surtout parce que je n'aurais pas forcément l'auteur, mais il y en avait un qui s'appelait Mémoire d'un nouveau-né. Ouais. Et voilà, c'était un fœtus qui parlait, puis après il était sorti de la matrice et puis il continuait à parler. Et il y en avait un qui s'appelait Tout se joue avant 6 ans. C'est aussi tout ce qui est la psychanalyse pour enfants. Je me rappelle à l'époque quand je les lisais, ma mère pensait que je voulais être enceinte, mais pas du tout. En fait, j'avais 20 ans et j'avais qu'une envie, c'était de comprendre le monde de l'enfance qui m'échappait puisque j'étais en train de le quitter. Donc oui, ces livres m'ont beaucoup inspiré. Et puis après, dans un truc plus classique, c'était Le Monde de Sophie. Parce que je l'ai découvert après avoir passé mon bac philo et je me dis j'aurais dû le voir avant, c'est con parce que c'était vraiment hyper chouette. Arnaud Desjardins, ouais, des gens qui ont pris le temps et qui ont transmis. Mais maintenant, je trouve que c'est chouette parce que tout ça c'est accessible en livre audio, c'est accessible aussi par les podcasts. On n'a pas besoin d'être enfermé à lire. Je trouve que le monde maintenant actuel est extraordinaire. Je le disais encore à ma fille hier, je dis mais c'est un monde extraordinaire quoi. Tu tapes un truc, t'as toutes les infos que tu veux. Tu vas pas bien, tu peux aller voir tel ou tel thérapeute qui aura suivi une formation dans ce truc-là pour te la transmettre. Il y a des gens extraordinaires partout. Il y en avait avant, mais là maintenant tu les trouves sur Insta. Quoi. Et oui, c'est ça. Et enfin, la dernière question, c'est quoi pour toi une wild woman? Une wild woman. Alors déjà, moi, la première chose, c'est le côté sauvage dans le sens où je passe mon temps dehors. Donc le monde du vivant, du sauvage, même si ça va, hein, je suis pas en Amazonie, on est juste dans le Briançonnais. Mais j'ai le sentiment que j'arrive un petit peu à le toucher du doigt. Le côté sauvage aussi parce que j'ai le sentiment, bien sûr, et je l'ai cultivé d'ailleurs, de ne pas faire vraiment partie de notre société. C'est-à-dire que je me suis un caméléon, voilà, mais en fait, je ne suis pas vraiment dans cette société puisque je n'en accepte pas toutes les règles. Et puis, la troisième chose qui est importante, c'est que dans Wild, il y a aussi Woman. Et pour moi... Donc, vraiment, la cause féminine est une cause qui me tient à cœur. J'ai énormément encore de colère en moi
face à des siècles de patriarcat et on n'en sort pas encore, on a du mal à en sortir. Donc, à chaque fois qu'une femme peut se dire « Waouh, je l'ai fait », et ben moi, ça me met en joie parce que ça va rayonner sur ses enfants, ça va rayonner sur son mari et il faut qu'on arrive à prendre notre puissance, mais qu'on le prenne pas justement, et ça, je me rappelle que c'est toi qui m'en as parlé, pas avec les armes, qu'on le prenne avec notre force d'amour. Donc, ouais, on est en plus, on est toutes des wild women, ça c'est clair. Merci beaucoup. J'attends de voir les réactions à ce podcast parce que je suis sûre qu'on a couvert pas mal de trucs. Je pense tellement à mes élèves là qui sont mamans, jeunes mamans, etc. J'espère que ça va les inspirer et leur permettre vraiment de se sentir encore plus libres dans leur chemin de maman aussi et de femme et de guérisseuse et tout ça. Ah, mais c'est clair. Et en plus, si je pouvais juste finir sur ça, des fois on se sent tellement embué dans le truc, les enfants écrient, machin, c'est l'horreur, t'as qu'une envie, c'est t'en peux plus quoi. Se dire, chaque jour, l'enfance quitte mon enfant. Alors faut en profiter parce que ça va tellement vite. En 2 secondes, l'enfance est terminée. Donc essayez juste de dire, ah oui, là il me prend la tête, là il hurle, là j'en peux plus, là je peux rien faire, ok. Mais c'est juste une fraction d'éternité. Merci beaucoup Florence. Merci de m'avoir invitée Karine à ma demande, je te remercie beaucoup, je suis trop contente. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le commenter. Je reviens très vite avec plein d'autres richesses, plein d'interviews, toujours sur les voyages, l'aventure, l'entrepreneuriat, le féminin, bref, tout ce qui concerne les wild women. Allez, à très vite.